Bonjour et bienvenue dans la chronique politique. Cette semaine, première édition consacrée aux élections régionales. Je rappelle que vous êtes appelés à voter pour le Conseil régional d'Île-de-France à la fin de cette année. Et pour en parler, nous sommes avec la candidate pour cette élection à la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Alors, votre campagne a été lancée officiellement début avril et cette semaine, vous dévoilez votre charte de l'éthique et de la transparence. 12 engagements. Pourquoi cette initiative ? Eh bien, tout simplement parce que je crois que les affaires et les scandales qui ont marqué la vie politique du pays depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ont aujourd'hui complètement abîmé la confiance des électeurs dans les politiques et que moi, je ne veux pas construire mon élection au Conseil régional sur ça. Je ne veux pas construire mon élection sur des pratiques opaques et clientélistes comme ça a été le cas pendant 17 ans avec des scandales qui ont aussi émaillé la gestion du Conseil régional, des logements qui étaient auto-attribués aux conseillers régionaux par les conseillers régionaux, mais comment ça va des fonctionner? emplois C'est une charte à signer, etc. par chaque conseiller l'idée, régional. c'est quoi? C'est d'avoir une région qui soit sobre et exemplaire. Sobre dans son train de vie et exemplaire dans ses pratiques politiques. Il y a 12 engagements. Les 12 engagements vont être signés évidemment par moi, mais aussi par tous les candidats qui figureront sur ma liste, qui vont s'y tenir. Ils se tiendront à des obligations aussi. D'abord, on créera une commission d'éthique qui permettra de vérifier que les engagements de la charte sont bien tenus. Si les engagements ne sont pas tenus, eh bien, on enlèvera les délégations et les indemnités qui vont avec aux conseillers régionaux qui n'auront pas tenu les engagements de la charte. Et dans les engagements, il y a des choses aussi importantes que le dévoilement de mon patrimoine à tout francilien qui en ferait la demande, ou bien le fait qu'on ne s'attribuera pas de logement social régional, qu'on n'attribuera pas aux membres de sa famille un emploi au conseil régional, qu'on aura, quand on voyage, on publiera les voyages hors de France pour arrêter le tourisme régional. Plus de transparence pour les franciliens. Oui, et puis beaucoup moins de dépenses aussi, puisqu'on arrêtera les voitures avec chauffeur et on aura un pool de voitures de fonction, mais uniquement pour les nécessités de service pour se déplacer en Île-de-France, pas pour l'usage personnel des conseillers régionaux. De la même manière, en matière d'immobilier, par exemple, on imposera les règles État, c'est-à-dire qu'on arrêtera d'habiter dans le 7e arrondissement de Paris et on ira dans des zones pour travailler, pour installer le conseil régional dans des zones beaucoup moins chères. Donc une région sobre qui fera des économies et une région exemplaire dans lesquelles on arrêtera de donner des rapports à des amis qu'on ne publie pas, dont on ne connaît pas le contenu. Enfin bref, tous les scandales qui ont émaillé l'histoire du conseil régional depuis 17 ans. Alors je le disais en introduction, vous êtes bien la candidate de l'UMP, pas de rassemblement à droite pour l'instant en tout cas. Chantal Joanneau pour l'UDI, le MoDem a priori Marielle de Sarnez. Pourquoi est-ce que justement on n'a pas un rassemblement à droite alors que vous dites vouloir être la candidate du rassemblement ? Alors d'abord, rassemblement, ça veut dire droite et centre. Parce que le Rassemblement de la droite, il s'est fait unanimement sur mon nom à l'UMP. Bien sûr, droite et centre. Donc droite et centre, nous y travaillons. Et moi, je suis très optimiste sur notre capacité à s'unir avant le premier tour. J'y travaille, mais je veux le faire sur un projet pour l'Île-de-France. Je ne veux pas que ce soit un accord d'arrière-cour, politicien, entre partis. Je veux vraiment que ce soit sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre d'idées. Vous savez que j'ai placé ma campagne sous le signe des valeurs. L'autorité, le respect de la loi, la liberté d'entreprendre, liberté scolaire, et puis la justice, c'est-à-dire le contraire de l'assistanat, aider les franciliens qui le méritent, qui font le plus d'efforts. Je rappelle qu'en face, à gauche, il y a déjà eu des dialogues qui ont été ouverts entre le candidat socialiste et la candidate Europe Écologie Les Verts. Je fais référence à Claude Barthelone, bien sûr, et Emmanuel Cos. Ils placent comme ça, progressivement, leurs pions. Est-ce que ça leur donne pas une petite longueur d'avance ? Écoutez, moi j'ai vu un candidat socialiste qui est un candidat qui va à contre-cœur, qui en fait voulait être Premier ministre et puis on lui a dit tu ne seras pas Premier ministre, alors il va à la région Île-de-France. C'est un candidat improvisé, un candidat déconnecté des réalités franciliennes. C'est plus facile que d'avoir Jean-Paul Huchon en face qui connaît ses dossiers. Moi j'étais très surprise. Dans sa première interview, M. Barthelone a dit le bilan de Jean-Paul Huchon est extraordinaire, il a construit 200 km de métro depuis 10 ans. Alors moi, j'attends de voir où sont les 200 km de métro. En réalité, c'est 7 km qui ont été construits dans les 10 dernières années. Donc la vérité, c'est qu'il a un peu mélangé le futur projet du Grand Paris et le bilan de Jean-Paul Huchon. Mais ça prouve qu'il est un peu déconnecté de la réalité des transports publics. De la même façon, il a parlé de l'Île-de-France. Il a dit il y a l'Île-de-France parisienne, il y a l'Île-de-France des grands ensembles, l'Île-de-France des pavillons.
Et ça s'arrête là. Il a complètement oublié que 75% de l'Île-de-France était rurale et qu'il y avait autour de Paris une grande couronne qui se sont complètement oubliés et délaissés. Alors est-ce que c'est ça le futur président de la région Île-de-France, cette personne qui est complètement déconnectée des réalités quotidiennes de notre Île-de-France, celle que nous vivons nous en grande couronne? En tout cas, s'il est élu, vous lui demandez de quitter le perchoir. Est-ce que vous seriez prête à renoncer à votre mandat de député si vous êtes élu à la présidence de la région? Ah non, mais moi je renonce à tout. Moi c'est 100% région, je l'ai dit, d'ailleurs ça fait partie de ma charte éthique. Je renoncerai à mon poste de député, je renoncerai à être ministre en 2017 si la droite l'emportait au présidentiel, et je n'irai pas à la primaire présidentielle de 2016. Donc la vérité, c'est que avec moi, les Franciliens n'ont pas un bail précaire, ils n'ont pas quelqu'un qui a envie d'être ministre et qui vient là parce qu'en réalité, finalement, il faut bien passer par l'Île-de-France. Non, non, moi c'est un engagement ferme, c'est 6 ans de ma vie consacrés uniquement à améliorer l'Île-de-France. Et quel est mon projet? C'est ce que j'allais vous demander justement, parce que la gauche est au pouvoir depuis 1998. Alors comment convaincre les Franciliens de voter pour une fois à droite? Eh bien, en regardant le bilan de la gauche. Vous l'avez dit, ça fait 17 ans que les Verts, le Front de gauche et les socialistes dirigent cette région. Depuis 17 ans, les inégalités n'ont jamais été aussi grandes en Île-de-France. On n'a jamais eu un chômage aussi élevé. Les transports sont indignes. Le logement est beaucoup trop cher. Et la pollution, on va de pic en pic. Et puis, nous avons des fractures. Tous les territoires sont complètement fracturés. On a d'un côté le rural oublié, on a de l'autre côté des ghettos qu'on n'arrive pas à casser parce qu'un certain nombre d'élus ont empilé du logement social sur du logement social en créant ce que Manuel Valls a qualifié d'apartheid. Mais qui est coupable de cet apartheid, si ce n'est un certain nombre d'élus qui ont encouragé ces politiques? Donc il y a des fractures. Moi, je veux lutter contre toutes ces fractures. Je veux réparer l'Île-de-France. Et puis, je veux la hisser au rang des capitales mondiales les plus attractives. Regardez Londres, regardez Berlin, regardez Barcelone, regardez Munich. Aujourd'hui, tous les investisseurs, tous les artistes, les étudiants, les chercheurs partent ailleurs. Les jeunes, mais même les retraités partent ailleurs. Vous sentez qu'il y a une demande en Île-de-France, puisque vous multipliez les déplacements depuis quelques semaines maintenant, et vous voulez dresser un diagnostic, ce sont vos propres termes. Où est-ce qu'il en est, ce diagnostic? Oui, alors j'ai choisi de faire campagne très tôt. Certains étaient surpris parce que mon mentor, c'était en politique, vous savez, c'était Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, en 94, il est parti à la rencontre du pays. Il est parti avec son petit carnet à spirale, écouter et voir en immersion le pays. Et moi, c'est la démarche que j'ai suivie en Île-de-France. Je suis allée au tribunal de Bobigny, au commissariat de Gennevilliers. J'étais à Houdan voir un certain nombre d'acteurs économiques la semaine dernière, et puis à l'hôpital. Je veux aujourd'hui construire ce projet parce que je crois que les solutions, et je veux être la candidate des solutions, les solutions sont dans la société civile. Ce n'est pas les experts qui vont bâtir un programme rue de Solferino ou au siège de l'UMP. Aujourd'hui, c'est vraiment les Franciliens qui ont les réponses. Par exemple, un exemple tout simple, la fraude dans les transports en commun. La fraude dans les transports en commun, c'est la première des injustices. C'est une cause d'insécurité parce que beaucoup de fraudeurs dégradent, les délinquants ont rarement payé leurs billets, donc c'est une source d'insécurité, c'est une source d'injustice. Et ça coûte 200 millions d'euros par an à la SNCF et à la RATP. Et évidemment, il faut un plan de tolérance zéro contre cette fraude. Et ça permettra, si on arrive à récupérer ces 200 millions, de payer la note du pass Navigo à tarif unique à 70 euros. Qui n'est pas encore financé globalement. Qui n'est pas financé, il manque 300 millions. Alors, c'est un cadeau électoral qu'a voulu faire Jean-Paul Huchon aux Franciliens pour qu'ils votent pour la gauche en décembre, c'est très bien, mais sauf que les lendemains risquent de déchanter, parce que s'il faut repayer 300 millions d'impôts en janvier, les Franciliens auront été bernés. Donc moi, je veux garder ce pass Navigo à 70 euros. On ne va pas jouer avec le pouvoir d'achat des Franciliens, mais comme je veux le garder, il faut que je trouve 300 millions d'euros pour pas augmenter les impôts. Dans ces 300 millions, il y a la lutte contre la fraude. Et comment on lutte contre la fraude ? Pourquoi on n'arrive pas à lutter contre la fraude? Tout simplement parce qu'on n'a pas l'obligation d'avoir des papiers d'identité dans les transports en commun. J'allais justement vous poser la question des sans-papiers, puisque ça fait polémique depuis quelques jours. La réduction de 75% du prix du transport pour les sans-papiers. Alors le candidat à la région Île-de-France, Front National, vous interpelle sur la question. Il s'agit de Vallerand de Saint-Just. Il dit: la tête de liste UMP commence sa campagne par un électoralisme de bas étage. Cette mesure qu'elle dénonce aujourd'hui, Valérie Pécresse l'a elle-même voté en tant que député. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans un premier temps, j'ai voté des tarifications sociales, qui était toute une liste de tarifications sociales. Et à l'époque,
je ne savais pas qu'il y avait une tarification sociale pour les étrangers en situation irrégulière. C'est en travaillant à la région, en étant élu, en travaillant sur les dossiers, que je me suis rendu compte qu'en réalité, nous avions une aberration complète dans ces tarifications sociales. Ces tarifications sociales, elles sont destinées à aider les plus défavorisés. Mais là, on avait une aberration totale, 75% de réduction pour des étrangers en situation irrégulière et leurs familles. 75% de réduction pour des étrangers qui ne peuvent pas justifier de leurs revenus. Donc en réalité, on leur donne, il y a une prime à l'illégalité, c'est totalement injuste. Vous êtes en situation irrégulière, vous avez la tarification sociale automatique. Et ça coûte des dizaines de millions d'euros chaque année à la région. La région au début nous avait dit non, vous inquiétez pas, c'est 15 millions. Et puis petit à petit, parce qu'on leur a dit ça peut pas être 15 millions, ils sont 163 000 les étrangers en situation irrégulière. Combien il y en a qui demandent? Ils nous ont dit 110 000. 110 000 et le pass Navigo, il est à combien? Il est entre 70 et 115 euros. Donc 110 000 fois 115 fois 12. Bon, je vous fais pas le calcul mental, hein, on n'est pas en train de passer le test de Najat Vallaud-Belkacem. Non, mais le sujet, c'est que ça fait plusieurs dizaines de millions d'euros. Et je l'ai reposé la question en leur disant, vous nous mentez. Et ils ont été obligés d'avouer, les conseillers régionaux, que c'était au moins plus de 40 millions d'euros par an. Plus de 40 millions. Moi, je crois que c'est en réalité 70, parce qu'avec les petits calculs que j'ai faits, je pense qu'on est plus près de 70 millions, mais on est passé de 10 à 40. La vérité, c'est qu'avec 40 millions d'euros, on peut faire énormément de choses. Et notamment financer le projet d'Éole, c'est un sujet qui vous tient à cœur, je sais bien, puisque dans les Yvelines, le RER devrait pas tarder à arriver, si tout va bien dans les Yvelines, mais le financement n'est toujours pas trouvé. Est-ce que vous allez défendre ce projet jusqu'au bout? Dans les Yvelines, on a énormément de sujets de transport. On a la rénovation du RER A, qui est un énorme chantier pour lequel on va être obligé d'arrêter la circulation tellement, j'allais dire, l'entretien du RER A a été mal géré. Donc on a d'abord cette question du RER A. Vous savez qu'il a fallu que Nicolas Sarkozy tape du poing sur la table pour qu'on ait des rames à 2 étages. Le RER A, sujet majeur, première ligne de France. Ensuite, on a évidemment l'arrivée du RER E qui va permettre à terme d'apporter une solution à l'engorgement du RER A. Le problème du RER E, on s'est énormément battu avec tous les élus des Yvelines pour que ce projet ne soit pas rayé purement et simplement du contrat État-région. Il est maintenant inscrit, mais il manque 1 milliard d'euros. Et ce milliard d'euros, il va falloir le trouver. Et pour l'instant, Madame Hidalgo refuse de payer sa part. Elle refuse de payer la part Saint-Lazare, La Défense. C'est totalement égoïste de la part d'un maire de Paris qui a décidé qu'on allait de moins en moins pouvoir rentrer à Paris en voiture. Si on rentre à Paris en voiture, c'est parce qu'on n'a pas d'autres options. Donc il faut absolument que Mme Hidalgo tienne ses engagements, paye sa part. Et la part, c'est Saint-Lazare, La Défense. Une dernière question sur les lycées qui représentent le deuxième budget de la région. Le premier, on l'a compris, c'était les transports. Alors d'après vous, Valérie Pécresse, est-ce que les 850 collèges devraient eux aussi être intégrés aux compétences de la région ? Écoutez, dans la nouvelle loi sur les compétences, ça n'est pas prévu. Et moi, je dois vous avouer qu'il y a tellement de choses à faire déjà dans les lycées que je ne suis pas en demande de compétences supplémentaires. Vous savez, la région, c'est le développement économique, c'est l'emploi, c'est la formation, c'est les lycées, mais c'est aussi les transports. Ça va faire énormément de compétences à gérer. Donc, je ne suis pas demandeur. Mais en revanche, sur les lycées, je dénonce un abandon par le conseil régional. On a enlevé 200 millions d'euros par an à la gestion des lycées et on a décidé de mettre cet argent sur des subventions à des associations qui étaient loin d'être prioritaires. Donc moi, ce que je réclame aujourd'hui, c'est qu'on rende l'argent aux lycées et qu'on leur donne vraiment, on donne vraiment à nos lycéens des établissements de qualité. Parce que des lycéens sans lycée, des lycéens dans les Algeco, des lycéens dans des locaux indignes, des rénovations indignes, qui attendent depuis des années également. Mais qui ont pris des années de retard, forcément, puisqu'on a enlevé l'argent, on l'a mis sur d'autres choses qui n'étaient vraiment pas prioritaire, parce que vous savez, sur le budget du soutien aux associations de la région, il y a des associations prioritaires bien sûr, il y a des associations humanitaires et sociales, et puis il y a aussi beaucoup de clientélisme. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue nous parler de votre programme pour la région Île-de-France.